Bienvenue et ravi de vous retrouver dans l'édition d'aujourd'hui de Nemedige, édition que nous consacrons à un autre regard sur Casablanca. Cet autre regard que nous posons sur la ville engage une double vision. D'abord, le rôle historique joué par la ville et toute une génération de résistants dans le lent processus qui a conduit à l'indépendance du Maroc. L'histoire a retenu un engagement sans faille de la ville pour que cesse la mainmise du protectorat sur le royaume du Maroc. Et ensuite l'émergence dans la ville d'un véritable souci de préservation du patrimoine architectural. Il va sans dire que l'édification de la prestigieuse et de la monumentale mosquée Hassan II a conduit naturellement la ville à militer pour que son patrimoine soit reconnu, consolidé et préservé. Lorsque la nuit enveloppe Casablanca, mille et une lumières scintillent et brillent pour l'habiller d'une magie qu'ici aux grandes métropoles. Illuminée et paraît ainsi, Casablanca transcende les bruits incessants et assourdissants pour mieux se livrer à l'extase de la nuit étoilée. Nuit rêvée, ce mythe qui habite les poètes et que la ville sublime en fantasmes étincelants. Nuit tourbillon qui vous emporte vers les profondeurs de la mémoire d'une grande cité. Mais lorsque la nuit s'essouffle et que pointe déjà à l'horizon l'aube d'un jour nouveau, la ville s'assoupit quelques instants. Bref moment de répit, où la ville se recroqueville sur elle-même pour se retrouver en égrénant un à un les fragments de sa mémoire pour ne retenir à chaque fois que ce dont les traces effleurent encore et encore les surfaces de son être, de son âme. Dans le Casablanca casablancais, celui que revendiquent résolument les héritiers de ces bâtisseurs venus des quatre coins du royaume, dans ce Casablanca-là, dans chacun de ces quartiers, d'herbes, maisons, coins et recoins flotte encore le souvenir de ces milliers de résistants nationalistes qui ont su panser ses plaies, la défendre et résister avec force, conviction et sacrifice. Ce Casablanca-là est aujourd'hui un périmètre sacré que sacralise le rôle joué par la ville et de ses enfants dans la consolidation du mouvement nationaliste et les revendications que le Manifeste pour l'indépendance avait inaugurées avant qu'elle ne se transforme en lutte armée pour la liberté et la libération du Maroc. Au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités du protectorat haussent et durcissent le ton. Et Casablanca, à l'instar des autres villes, paiera le prix fort. Le comble de l'insupportable est atteint par le complot sournois du 20 août 1953, lorsque feu Sa Majesté le roi Mohammed V et la famille royale sont déportés. Par cet acte irréfléchi, les autorités coloniales s'enfoncent dans les méandres de la répression aveugle et meurtrière. La lutte armée s'organise, les grèves et les manifestations s'intensifient. Pour atteindre ces objectifs et optimiser le peu de ressources dont elle disposait, la résistance s'organise en cellules, réseaux et groupes, dont Casablanca deviendra rapidement le creuset essentiel. Si la ville garantit l'anonymat aux centaines de résistants qui s'engagent dans la lutte armée, elle sera aussi le théâtre sanglant d'une série d'événements qui défient les autorités coloniales. Les quartiers dont sont issues les principales figures de la résistance casablancaise gardent encore au creux des dédales, ruelles et cafés
Le souvenir de Zarqtouni, Rachidi, Brahim Roudani, Moulay Mbark, Bouchaïb Ghandour, Smiha, Hansali, Sidqi, Mohamed Mansour et tant d'autres engagés dans l'idéal de l'indépendance et de la liberté. Dans Mdina al-Qadima, Hay Mohammadi aux carrières centrales, dans les Drb Bouchentouf, Drb Sbagnol, Drb Carlotti, Drb Kabir, Saht Saragna, Shari al-Fida, Trek Mediouna, partout, dans ce circuit pensé et exécuté par les urbanistes du régime du protectorat pour loger les indigènes, les ouvriers ont croisé les parcours et les destinées. Une génération de héros morts, torturés, emprisonnés pour leur engagement, leur idéal et contre la tyrannie de l'occupant. Grâce à l'action de cette génération, Casablanca concentre, dans les années 50, la mobilisation du Maroc pour le rétablissement de la légalité, le retour de feu Sa Majesté le roi Mohamed V et la fin de l'ère du protectorat. Casablanca, creuset de la résistance à l'occupant, acquiert ainsi une dimension à part dans l'indépendance du Maroc. L'hétérogénéité de son peuplement, issu d'horizons culturels et d'origines sociales différentes, s'est naturellement sublimée dans l'homogénéité du mouvement revendicatif et de la lutte pour la libération du Maroc. Cette question de lutte pour l'indépendance est à mon avis à mettre dans une relation dialectique. C'est-à-dire que on a vu que le protectorat s'est installé à Casablanca parce que justement il n'y avait pas de cette tradition lettrée, ces familles nationalistes dans Casablanca. Donc il fallait que le pouvoir économique ne soit pas mis à leur portée. Avec le temps, Casablanca grandissant, certains événements comme le Daïr berbère dans les années 30, comme le manifeste de l'indépendance, etc., ont donné aux gens de la ville, qui ne sont pas de tradition lettrée, urbaine, etc., ces sentiments nationalistes et ces revendications. Cette relation s'est vraiment exacerbée dans les années 50. Comme à chaque fois il y a des événements qui déclenchent les émeutes. L'événement en l'occurrence a été l'assassinat de Farhat Hachad en Tunisie, qui a déclenché beaucoup de révoltes urbaines partant de carrières centrales, partant de Bnimsik, partant de quartiers qui ont eu un rôle très important dans la lutte pour l'indépendance. Et ces événements ont culminé dans les années 54-55. À titre d'exemple, en mars 1955, il y a eu 48 attentats dans Casablanca, en un seul mois. Donc c'est vraiment un moment où la résistance s'est vraiment accélérée et est devenue plus agressive. Quand je disais que c'est une relation dialectique, je pense qu'il ne faut pas la détacher de la réaction qu'ont eu les autorités coloniales. C'est paradoxalement au même moment que toutes les politiques qu'on appelle politiques de logement pour le plus grand nombre, logement pour le logement indigène, etc., sont accélérées. Donc la création de toutes des zones de quartier pour justement essayer de donner à la population indigène un peu plus d'attention que ce qui se passait avant, où la ville était finalement ressemblait à une espèce d'apartheid urbain, pour utiliser un mot anachronique pour l'époque. 50 ans après l'indépendance du Maroc, Casablanca demeure encore et toujours cette grande cité au charme indéniable et à l'histoire peu commune. D'autres événements historiques sont venus ponctuer le mouvement en pleine métamorphose de la grande métropole. Mais demeure encore l'énigme de l'aventure urbaine de Dar el-Beida. Quel que soit le raccourci que vous empruntez pour percer le mystère de cette mégapole, s'impose le volet urbain et architectural qui caractérise ses composantes essentielles. Plus exactement, l'histoire de Casablanca ne peut s'étaler, se construire, se raconter qu'au travers de son bâti. Ses immeubles, ses édifices publics, ses monuments et ses bâtisses. La fascination pour le patrimoine urbain et architectural de Casablanca trouve son origine dans la difficulté de lui transposer les modèles habituels de lecture fondés sur les schémas médiévaux et classiques. Ville moderne, Casablanca n'est ni Fès, ni Marrakech, Rabat ou Tétouan. Son patrimoine tranche, puisqu'il induit d'autres acceptions de l'esthétique, de la beauté et de l'aménagement urbain. Elle est autre, puisque originale, authentiquement originale. En matière de patrimoine, Casablanca, contrairement encore à ce que les gens te disent, il n'y a pas une volonté ou un acharnement de vouloir de protéger un patrimoine colonial, ou bien pour les nostalgiques revenant à une époque française ou autre. C'est que les bâtiments qui sont dans cette ville, ils représentent un intérêt architectural universel.
qui date d'une époque. Pourquoi? Parce que les législations et les réglementations à l'époque en Europe, notamment en France où l'échange était plus, je dirais, plus important, les architectes n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et de faire justement une architecture et des écritures donc, artistiques de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des écoles, je dirais, qui avaient un petit peu le contrôle de la situation. Il fallait faire du pastiche, il fallait faire de la décoration de façade. Ici, ils ont construit un peu plus librement, en épurant les lignes et en faisant une conception. Présentée jusqu'en 1956 comme une ville nouvelle française, Casablanca apparaît aujourd'hui comme la ville marocaine la plus cosmopolite. Dans les manuels et traités d'urbanisme et d'architecture, Casablanca est ressenti comme le principal laboratoire expérimental dans lequel les ruptures avec les modèles établis en France et en Europe ont été réellement consommées et entamées au début du XXe siècle. Dans ce sens, Casablanca rompt avec les typologies consacrées aux différentes villes coloniales. Durant les 40 années du régime du protectorat, et même si les architectes et les entrepreneurs évoluaient dans les sphères franco-françaises, la mise en valeur du territoire casablancais est aussi le fait de grandes familles des tribus de la Chaouia, des Fassi, des Soussi, bref, de Marocains qui vont doter Casablanca d'une énergie qui ne faillira plus jamais. La deuxième grande directive, c'est que Lyautey avait dit qu'il faut renforcer le caractère local par l'utilisation des matériaux comme le zellige, comme le stuc, comme le plâtre, etc., les moulures au niveau des façades. Ce qui fait on a assisté à la naissance d'une architecture néo-mauresque. L'hôtel Lincoln, boulevard Mohamed V, et on est un exemple. Donc tous ces bijoux-là, je dirais qu'ils n'appartiennent pas forcément à une école française, mais qui appartiennent à une école marocaine de l'époque. Et c'est peut-être cet état de fait qui distinguera à jamais, et pour l'histoire, l'œuvre et le charisme du maréchal Lyautey de l'ensemble de ses successeurs à la résidence générale du Maroc. Passionné d'histoire, le maréchal puise dans les écrits sur le Maroc les références dont il ne se départira jamais pour reconnaître l'authenticité d'une nation, d'une civilisation et d'un peuple. L'engagement dans une politique portuaire d'envergure en est la preuve. Lorsque Casablanca est choisi pour devenir le port moderne du Maroc, Lyautey entend renouer avec ces épopées lointaines qui ont vu les côtes marocaines s'orner d'une multitude de ports. Plus près de Casablanca, celui d'El Jadida Mazagan ne pouvait pas contenir l'étendue de l'ambition coloniale. D'ailleurs, l'émiettement de la navigation sur le Marbé et Azmour, le déclin d'un ensemble de stratégies commerciales avait réduit ce port prestigieux dans des volumes d'échanges de moins en moins importants. Le port de Souera, en ce début du XXe siècle, entretenait surtout le souvenir d'un passé glorieux, où l'activité commerciale et économique de la ville et de son port brillait de mille éclats. Quant au port de Tanger, son emplacement même dans la ville du Détroit en faisait la porte de l'Afrique sur le vieux continent. L'édification du port de Casablanca est une véritable épopée. Entre ces dessertes du début du XXe siècle et la configuration actuelle de l'un des ports les plus importants d'Afrique, les édifices, jetées, terminaux et autres structures portuaires évoluent au gré de l'importance du trafic et des échanges commerciaux. En fait, les travaux d'extension et de réaménagement du port de Casablanca s'effectuent au rythme de la régulation de son exploitation et de son évolution. Les premiers commerces qui ont transité par le port de Casablanca, c'est des commerces de céréales, de blé, donc de céréales et de laine. C'était des négociants européens qui sont, dès la fin du 19e siècle, sont venus s'installer à Casablanca. Des Anglais, des Suédois, des Italiens, des Génois en particulier, des Français qui sont venus s'installer dans l'ancienne Médina pour acheter tout simplement acheter du blé et de la laine dont l'Europe manquait et les exporter. Donc la Casablanca a eu cette domination commerciale
par le fait qu'elle est dans la plaine de Chaouia, une plaine très riche qui produit beaucoup de blé. Ce n'est pas le cas d'Agadir, ce n'est pas le cas d'Essaouira. Dans l'arrière-pays, il fournit d'autres denrées, mais pas ce dont avait besoin l'Europe à l'époque. En 1927, dans un article intitulé « La politique des ports au Maroc », Albert Charton écrit « C'est bien une bataille qu'il a fallu mener, bataille contre l'océan qu'il a fallu refouler, ainsi que deux puissances jetées, orgueil de Casablanca, enfermant depuis des eaux pacifiques et qui en portent désormais témoignage. Bataille pour le trafic et les débouchés. Casablanca devient la tête de ligne des routes et des voies ferrées du Maroc français. Le port suscite et nourrit la ville qui l'entoure. Sa vie est une lutte constante, car son avenir n'est pas assez dessiné pour qu'il ne laisse une large part à la spéculation et à l'enthousiasme. Casablanca est maintenant un organisme achevé et sainement constitué. Si l'appréciation de la relation de la ville à son port demeure encore plus forte aujourd'hui, le constat émis par ce point de vue sur l'avenir du port est en deçà de la réalité de ce site au début de ce troisième millénaire. Plus qu'avant, le port de Casablanca est le poumon qui maintient une large part de l'économie, non seulement de Casablanca mais celle du Maroc entier. Situé dans le fond d'une rade foraine, entre à l'ouest la pointe rocheuse de l'Anp et à l'est celle de Houkasha, le port de Casablanca est le principal port du commerce du royaume. Étalé sur une surface de 605 hectares, ce port est doté d'une infrastructure et d'un outillage portuaire des plus performants. Je pense que le port de Casablanca a joué un rôle décisif dans l'évolution moderne, récente de Casablanca. Je parle du port actuel, je parle du port international. Mais il ne faut pas oublier, à mon avis, que le développement récent de Casablanca a pu être possible parce que déjà la ville existait pendant le XIXe siècle au moins, et particulièrement à partir de la moitié du XIXe siècle. La plupart des historiens font partir la naissance moderne de la ville après cette éclipse qui a duré quelques 3 siècles d'enfants, à partir de la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire 1850, parce qu'à partir de là, Casablanca est rentré dans le circuit des échanges internationaux par son dynamisme économique, à partir du rôle de son port. C'était un petit port, mais c'était un port qui progressivement a pu attirer, a pu faire dévier les activités d'échange d'un certain nombre d'autres ports comme El Jadida, comme Rabat, en sa faveur. Au jour d'aujourd'hui, le port de Casablanca dispose de 7 km linéaires de quais qui permettent quotidiennement à plus de 35 navires d'accoster pour débarquer ou embarquer leurs marchandises. L'expansion du port depuis l'indépendance a suivi un rythme soutenu et efficace. Entre la zone de stockage située à l'est, les ports de plaisance et de pêche situés, eux, à l'ouest, une mosaïque de terminaux s'est développée. Phosphatiers, minéraliers, agrumes ou marchandises diverses et conteneurs. Un dispositif qui permet au port d'accueillir 35 000 personnes par jour et génère plus de 10 000 emplois directement liés à l'activité portuaire. Aujourd'hui, au point de vue population, mais aussi au point de vue économique, c'est la capitale économique du pays aujourd'hui, et le port moderne a joué un rôle très important. Donc il y a, je dirais, une complémentarité entre le port et entre la ville, son dynamisme, son histoire. On n'a pas toujours je dirais, on ne met pas toujours en avant les acquis historiques de cette ville. On a toujours pensé, à cause d'ailleurs de cet essor rapide, moderne de Casablanca, que la ville est sans histoire. Jamais la relation d'une ville à son port n'aura été aussi intime, aussi passionnelle, aussi vraie. Casablanca et son port sont cette opportunité ouverte sur le commerce international. Avec plus de 20 millions de tonnes par an, l'activité commerciale du port se situe dans l'axe principal des échanges
sans lesquels l'économie nationale ne pourrait s'épanouir et se développer. Plus l'ambition de la ville s'exprime en extension et en prolongement, plus les regards et les attentions se portent sur son port pour perfectionner et rendre encore meilleures ses performances, ses capacités et son dynamisme. L'imaginaire casablancais s'engourdit d'ailleurs de cette présence imposante du site portuaire. Le port est depuis toujours ce pôle autour duquel s'est organisée la vie quotidienne de tout un chacun. Il est ce repère qui indique et distingue les espaces. Il est ce point vers lequel converge le mouvement quotidien de la ville et duquel partent aussi les sèves nourricières qui tiennent Casablanca en éveil. Le secret de la magie qu'exerce Casablanca provient peut-être aussi du mystère qui enveloppe son port. Le destin des villes portuaires, à travers l'histoire de l'humanité, a toujours suscité moult légendes, anecdotes et mythes. Mais celui de Casablanca n'a pas encore cessé de prendre corps, puisque à quelques centaines de mètres du port de la ville a surgi l'une des bâtisses les plus emblématiques de la civilisation arabo-musulmane. La prestigieuse et monumentale mosquée Hassan II. Du 12 juillet 86 au 30 août 93, Casablanca vivra au rythme de l'édification de la plus grande mosquée jamais construite. Une épopée doublée d'une réelle prouesse technologique, une œuvre gigantesque à la mesure du projet initié et voulu par feu Sa Majesté Hassan II. Une œuvre qui dote Casablanca d'un monument à la grandeur et au charisme des mosquées les plus illustres. La mosquée des Omeyyades à Damas, la Khiralda à Séville ou encore la Koutoubia à Marrakech. Un coup de génie, un souffle divin et une réalisation unique dans l'histoire de l'architecture universelle moderne. Un pari aussi gagné sur cette capacité à fusionner dans un acte fondateur traditions et modernité. La prouesse technologique consistera à bâtir au bord et sur la mer, à défier les lois et les échelles connues jusque-là, que ce soit celles concernant la résistance des matériaux ou celles régissant l'équilibre des masses et des volumes. Parvis, salles des prières, médersa, minarets et autres dépendances sont actuellement l'une des expressions architecturales et artistiques les plus représentatives de la plus parfaite réussite entre vision moderne et conception traditionnelle. Le XXe siècle aura été décidément le siècle de Casablanca. Si la ville inaugure ses premières décennies sur des chantiers qui en font la ville moderne, elle clôt ce même siècle en se parant du plus beau joyau qu'il inscrit résolument dans les traditions et l'authenticité marocaine. Car si l'édification de la mosquée Hassan II a permis de défier les technologies modernes en matière de construction, elle a suscité aussi une réelle renaissance des arts traditionnels marocains. Une renaissance qui a permis de revisiter toutes les influences qui font des arts traditionnels marocains un creuset où se sont épanouies toutes les expressions civilisationnelles qui ont traversé cette partie du monde. Fond amazigh, méditerranéen, oriental, africain, andalou, arabo-musulman, une mosaïque synthétisée avec finesse, exprimée dans des options typiquement marocaines. Des centaines de malms et d'apprentis ont couvert plus de 60 000 m² de bois sculptés et peints, plus de 10 000 m² de zlige et des dizaines de milliers de mètres carrés de plâtre. Une véritable révolution esthétique et artistique, une œuvre monumentale qui a permis au secteur de l'artisanat de revenir, en toute humilité, au devant de la scène architecturale nationale. L'œuvre achevée est aujourd'hui l'une des plus belles réalisations architecturales du monde musulman. Une majesté et une aura impriment chaque détail, chaque élément, chaque structure. Entre marbre et zlige,
de subtils jeux d'ombre et de lumière, de forme, de rythme et de cadence. Une sensation de volupté, de paix et de sérénité enveloppe le visiteur. Il écoute le silence qu'impose de tels lieux et que ne rompent que les chants et les bruissements de l'eau qui s'écoule des fontaines. À tous ceux qui déniaient à Casablanca une quelconque légitimité historique, arguant l'absence de bâti monumental, Casablanca peut aujourd'hui brandir le plus beau, le plus majestueux, le plus authentique des monuments. Une œuvre sans pareille qui ajoute au charme et à la magie de la grande métropole, une dimension qu'on tente déjà de saisir. Illusion qui entretiendra encore et encore Casablanca le mythe. N'est-elle pas rêve, énigme et magie ? L'association Casa Mémoire et d'autres potentialités de la ville sont à l'origine d'un projet de classement de nombreux bâtiments, classement en monuments historiques, projet sur lequel le ministère de la Culture devrait trancher incessamment. Espérons que la réponse sera positive. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.